Maintenant, c'est les insuffisances respiratoires aiguës. Alors ça, c'est les objectifs, n'est-ce pas? La définition, les mécanismes de l'hypoxémie et de l'hypercapnie, etc. Vous connaissez la définition de l'insuffisance respiratoire aiguë? Ben, c'est celle-ci. Incapacité du poumon à assurer une oxygénation correcte du sang et ou à prévenir une rétention du CO2. Les poumons ont comme fonction quoi? Ils ont comme fonction d'assurer une oxygénation, mais ils ont aussi comme fonction d'exprimer, d'éliminer le CO2 fabriqué par le métabolisme cellulaire. Donc, quand une de ces deux fonctions, ou les deux viennent être insuffisantes, eh ben on parle d'insuffisance respiratoire et aiguë parce que ça se fait de façon aiguë, pas de façon chronique. Ça, c'est la définition de l'insuffisance respiratoire aiguë. La définition de l'hypoxémie, c'est quand il existe une diminution de la PaO2, et donc hypoxémie, ça veut dire insuffisance de l'oxygénation, donc ça n'a rien à voir avec la ventilation. Par contre, l'hypercapnie, ça a à voir plutôt avec la ventilation. Ce sont deux fonctions différentes, n'est-ce pas? Donc on parle d'hypercapnie, c'est insuffisance de la ventilation. Et puis il y a une définition gazométrique d'insuffisance respiratoire aiguë, parce qu'on ne peut pas traiter l'insuffisance respiratoire aiguë ou prétendre parler même d'insuffisance respiratoire aiguë si on ne peut pas accéder à une gazométrie artérielle. Eh bien, quand vous avez une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure, eh bien, vous êtes dans l'insuffisance respiratoire, et si c'est aigu, ben, c'est de l'insuffisance respiratoire aiguë, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de l'hypoxémie il y a quelques années, quand je vous ai enseigné la médecine expérimentale, et je vous ai dit que l'hypoxémie sévère se définissait par une PaO2 inférieure à 60 mm de mercure. L'hypoxémie tout court, c'est quand c'est moins de 80 mm de mercure. Au-delà, c'est une PaO2 normale. Vous connaissez la PaO2 normale? Quelle est la PaO2 normale? Hein? 70-95. Alors, retenez la formule. C'est 100 moins 0,3 fois l'âge. Parce que ça dépend de l'âge aussi. Plus on avance dans l'âge et plus sa PaO2 normale baisse. 100 moins 0,3 fois l'âge. Ça veut dire que quand on a 80 ans, eh ben, 80 mm de mercure, c'est une très bonne PaO2. D'accord? Donc retenez cette formule. Maintenant, on parle d'hypoxémie, stricto sensu, quand la PaO2 est inférieure à 80. Mais quand on est à 80, 79, eh ben, on ne ressent même pas l'hypoxémie. On parle d'hypoxémie sévère quand c'est inférieur à 60. Et si vous connaissez très bien, si vous avez des souvenirs de la courbe de dissociation de l'hémoglobine, la courbe de Barcroft, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Sur cette courbe, vous avez certainement remarqué que 60, ça correspond au sommet de la courbe. La courbe, elle fait comme ça, c'est une courbe asymptotique. Le sommet de la courbe, ça correspond à 60 mm de mercure. Et bien, à moins de 60, eh ben, la saturation baisse de façon très rapide, parce que c'est la portion verticale. Au-delà de 60, la courbe est pratiquement horizontale, et donc, que vous soyez à 80, ou à 100, ou à 300, ou à 1000 de PaO2, eh ben, la SaO2 reste la même, ça ne change pas. D'accord? Donc, PaO2 inférieur à 60, et ou PaCO2 supérieur à 45 mm de mercure, en sachant que la normale, c'est entre 35 et 40, avec un pH artériel inférieur à 7,30, ce qui définit une acidose respiratoire. Alors, les mécanismes d'hypoxémie. Alors, pour connaître les mécanismes de l'hypoxémie, il faut apprendre par cœur l'équation des gaz alvéolaires. J'ai mis simplifié, parce que je l'ai simplifié pour vous, déjà dans le cours d'Yel Shalhedi. C'est pas moi qui vous ai enseigné la médecine expérimentale. D'accord. Est-ce que vous connaissez cette équation? L'équation des gaz alvéolaires, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est capital. Là. Si vous voulez faire si vous voulez faire de la réanimation respiratoire qui plus est, et que vous ne connaissez pas cette courbe, vous êtes vous êtes à côté. C'est quoi P grand AO2? C'est la pression partielle de l'oxygène dans l'alvéole. Dans l'alvéole, on doit avoir quelle pression? On doit avoir une pression qui soit égale à la pression atmosphérique. Parce que l'alvéole est branché directement sur l'atmosphère. C'est combien la pression atmosphérique? Hein? 1 bar en millimètres de mercure, c'est combien?
C'est 760 mm de mercure. 1 bar, c'est 760 mm de mercure. C'est-à-dire la pression atmosphérique. Et donc, dans l'alvéole, nous avons une pression qui est égale à 760 mm de mercure. Eh bien, la pression atmosphérique, elle est à 760, mais elle est découpée en un ensemble de pressions partielles. C'est la somme des pressions partielles des gaz constituant l'atmosphère. Alors, dans l'atmosphère, nous avons quoi? Nous avons de l'azote et de l'oxygène. Et puis des gaz à des quantités très faibles qu'on peut négliger. Et donc, la pression atmosphérique, c'est la pression de l'oxygène dans l'air, plus la pression de l'azote dans l'air. La pression de l'oxygène dans l'air, c'est combien? C'est 21% de la pression atmosphérique. Donc c'est 760 fois 0,21. C'est-à-dire la pression, c'est-à-dire la PiO2. PiO2, ça veut dire la pression d'oxygène dans l'air inspiré. La pression de l'azote, c'est 79% de la pression atmosphérique. Alors maintenant, quand vous allez dans l'alvéole, vous avez toujours de l'oxygène, vous avez toujours de l'azote, mais vous avez autre chose. Vous avez du CO2 qui vient de sortir dans l'alvéole. Et donc, la P grand AO2, la pression partielle de l'oxygène dans l'alvéole, ça doit être la pression atmosphérique, de laquelle vous allez enlever la pression de l'azote, la pression du CO2, et vous allez enlever la pression de saturation de la vapeur d'eau, parce qu'il y a de la vapeur d'eau aussi dans les alvéoles. Eh bien, ça revient à ça. P grand AO2 égale 700, pas 713, parce que normalement ça devrait être 713. Pourquoi 713? 713, c'est 760 moins 47. Le 47, c'est la pression de saturation de la vapeur d'eau, parce qu'on a de la vapeur d'eau dans les alvéoles. D'accord? Quand il y a énormément de vapeur d'eau dans un hammam, vous pouvez être gêné, parce que la vapeur d'eau vous prend de la place. Et votre PaO2 va baisser à cause de ça. N'est-ce pas? Donc, 713 fois FiO2, la FiO2 c'est le pourcentage d'oxygène dans le mélange, n'est-ce pas? Moins la PaCO2 parce qu'il y a du CO2 qui est sorti disons, de l'organisme dans l'alvéole. Donc c'est de là qu'est venue la pression des gaz alvéolaires. Alors, en prenant cette équation, on va comprendre qu'il y aura une hypoxémie parce que la FiO2 baisse. Ça peut arriver. La FiO2 baisse. Je vous ai donné l'exemple du hammam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pomper l'oxygène qu'il y a, mais aussi des gens qui vont être dans une salle confinée, qui vont s'échauffer au mjmar. Quand les gens font un accident comme ça, on dit intoxication au CO. Mais il n'y a pas que l'intoxication au CO, il y a aussi une hypoxémie qui est due à une diminution de la FiO2. N'est-ce pas? En altitude, vous avez une diminution de la FiO2. C'est pour cela que les gens qui vont en montagne, ils n'y arrivent pas, ils souffrent. Diminution de la pression atmosphérique, ça peut arriver. On a dit 760 pour parler de la pression atmosphérique, mais ça, c'est au niveau de la mer. Mais quand vous montez en altitude, la pression atmosphérique baisse de beaucoup. À 3000 mètres d'altitude, la pression atmosphérique n'est plus que de 560. Alors, faites le calcul avec 560 et voyez ce que va vous donner l'équation des gaz alvéolaires. 560 fois FiO2 moins PaCO2. Vous allez avoir une P grand AO2 très basse. Ça explique pourquoi est-ce que quand on va en altitude, eh ben, on est obligé, si on n'est pas entraîné, d'avoir une bouteille d'oxygène sur soi. N'est-ce pas? Les gens qui vivent en altitude, ils supportent. Pourquoi est-ce qu'ils supportent? Parce qu'ils sont polyglobuliques, par exemple. Parce qu'ils ont une vasodilatation très importante en périphérie. C'est ce qui explique qu'ils puissent avoir, par exemple, des doigts boudinés. Ils se sont habitués. Mais les gens qui font de l'escalade, eh ben, ils doivent s'entraîner avant. Et ils le font par palier. Ils montent à 3000, et puis ils restent assez longtemps là-bas, et puis ils montent à 3500, et ainsi de suite. Sinon, on n'y arrive pas. N'est-ce pas? Ça explique, par exemple, pourquoi est-ce que quand on joue au football en altitude, ben, on se fatigue très vite. Vous connaissez l'équipe de Bolivie de football? L'équipe de Bolivie, en Amérique du Sud, pour ceux qui s'intéressent au foot. C'est une équipe très faible. Mais peu d'équipes sud-américaines arrivent à les battre chez eux. Pourquoi? Parce que la Bolivie, dont la capitale est La Paz, vous connaissez la capitale de la Bolivie? C'est La Paz. Elle est à 3600 d'altitude. Donc les gens qui vont aller jouer là-bas, ils perdent tous. Parce qu'au bout de 5 minutes de course, ils sont complètement
parce qu'ils sont hypoxémiques. On aura une hypoxémie s'il y a une hypoventilation alvéolaire. On a dit que la ventilation, c'est la capnie. Quand on ventile à 14 par minute, on exprime le CO2, on l'élimine et on a une pH CO2 normale. Mais imaginez qu'on ventile à 2 ou à 3 par minute. Eh bien, le CO2 va s'accumuler. Eh bien, si le CO2 s'accumule, la pH CO2 va être très élevée. Et donc, si la pH CO2 est élevée, forcément que la P grand AO2 va baisser. Et vous avez la plus grande cause en pathologie humaine de l'hypoxémie, qui est la diminution du rapport ventilation sur perfusion. Ça vous dit quelque chose tout ça? Le shunt, l'effet shunt, etc. Hein, vous en avez entendu parler? Bien. Alors, je ne vais peut-être pas vous l'expliquer parce que sinon je vais mettre beaucoup de temps à rester sur ça. Ça vous dit quelque chose? Alors, pour vous schématiser très rapidement, nous avons de l'air qui rentre et nous avons du sang qui vient au contact des alvéoles pour se débarrasser du CO2 et pour prendre l'oxygène. Ça, c'est les échanges alvéolaires. Eh bien, il y a 5 litres de ventilation. On ventile 5 litres par minute. Et s'il y a 5 litres de sang qui vient, c'est-à-dire le débit cardiaque, normalement, l'oxygène, le sang qui vient avec une PVO2 va repartir avec une P grand AO2. Parce que le passage alvéolo-artériel se fait selon un gradient de pression. On a une PAO2, la PAO2 normale, si vous vous référez à l'équation des gaz alvéolaires, à l'air ambiant, c'est 105 mm de mercure. Le sang veineux qui vient, il vient avec du CO2, mais il vient aussi avec de l'oxygène. Il y a combien d'oxygène dans le sang veineux mêlé? Ou à quelle pression est l'oxygène dans le sang veineux mêlé, à votre avis? C'est combien la PVO2? On appelle ça la PVO2. C'est 40 mm de mercure. Donc vous avez de l'oxygène qui vient avec 40 mm de mercure. Dans l'alvéole, c'est 105. Normalement, il faut que de l'autre côté, il y ait une égalisation des pressions. Il faudrait que le sang reparte de l'autre côté avec 105 mm de mercure. C'est un principe physique. Il faut qu'il y ait une égalité des pressions. Or, le sang ne repart pas avec 105. Il repart, on a dit, avec 85, avec 90. Pourquoi, à votre avis? 85, 90, 95, 100, c'est la PAO2. Pourquoi est-ce que la PAO2 n'est jamais égale à la P grand AO2? Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle de l'admission veineuse. Ça veut dire quoi tout ça? Vous avez, j'ai dit 5 litres et 5 litres. Ça n'est pas vrai. Vous avez toujours moins d'oxygène que nous inhalons que de sang qui vient de l'autre côté. Donc il y a toujours une différence entre la ventilation et la perfusion. Donc le rapport ventilation sur perfusion n'est jamais égal à 1. En physiologie, il est égal à peu près à 0,80. 0,80. Et donc en physiologie déjà, eh ben, il y a une P petit AO2 qui est toujours inférieure à la P grand AO2. Et pourquoi je parle d'admission veineuse? Parce que tout se passe comme s'il y avait une admission veineuse. Imaginez que vous ayez 5 litres de débit cardiaque et 4 litres et demi d'oxygène. Eh bien, vous aurez 4 litres et demi de sang qui vont prendre les 4 litres et demi d'oxygène qui passent, et vous avez 500 millilitres qui vont repartir sans rien du tout. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait du sang veineux qui se mélangeait avec du sang artériel. Donc 4,5 litres vont repartir avec 105 mm de mercure, qui est la pression alvéolaire d'oxygène. Et les 0,5 litres vont repartir avec 40 mm de mercure. Vous faites la résultante, vous avez 85, 90. Donc il y a toujours un gradient alvéolo-artériel qui est dû à une admission veineuse qui, elle, est due à un rapport ventilation sur perfusion qui est inférieur à 1. Alors, ce rapport ventilation sur perfusion peut baisser en pathologie pour différentes raisons. Imaginez que dans les alvéoles, vous ayez du liquide, comme dans l'œdème aigu du poumon. Et bien forcément que le rapport ventilation sur perfusion va baisser davantage, puisque le liquide va prendre un peu de la place, n'est-ce pas? Ben, le liquide de l'œdème aigu du poumon, vous pouvez le trouver dans une pneumonie. Quand on a une pneumonie, on a des sécrétions, on a du liquide dans les alvéoles qui va les combler. Imaginez que vous ayez une atelectasie, c'est-à-dire une partie du poumon qui est complètement collabée. Là, vous avez, sur une partie du poumon, pas un rapport ventilation sur perfusion inférieur à 1, mais vous aurez un rapport ventilation sur perfusion dans cette partie du poumon qui est égal à 0. Alors, quand le rapport est égal à 0, on parle de shunt vrai.
quand le rapport ventilation-surperfusion est inférieur à 1, on parle d'effet shunt, n'est-ce pas? Ou de shunt relatif. Eh ben, l'exemple type du shunt vrai, c'est le shunt cardiaque. On parle de shunt vrai comme ce qui se passe dans le shunt cardiaque. Le shunt cardiaque, c'est-à-dire un shunt droite-gauche. Dans une cardiopathie cyanogène, vous avez du sang qui va court-circuiter le poumon, qui ne va même pas venir en contact des poumons. Eh bien, c'est du shunt vrai, n'est-ce pas? Eh bien, le shunt de l'atelectasie, ou le shunt de l'œdème aigu du poumon très grave, qui consiste en un comblement complet et total des alvéoles, c'est comme si c'était un shunt vrai, comme s'il n'y avait pas du tout de sang qui venait au contact des alvéoles. Parce que même si ça vient au contact des alvéoles, celles-ci étant complètement collabées, eh ben, ça fait un court-circuit total. Eh ben, les principales causes d'hypoxémie sont celles qui sont dues justement à ce shunt vrai ou à cet effet shunt ou shunt relatif. C'est l'œdème du poumon, c'est la télectasie, c'est les pneumopathies et c'est les shunts droite-gauche vrais dans les cardiopathies cyanogènes. Voilà, ça c'était les hypoxémies. Maintenant, les mécanismes d'hypercapnie. Comment est-ce que l'hypercapnie se fait? Pour comprendre ça, retenez cette équation, l'équation de la PaCO2. À quoi tient la PaCO2? Quels sont les paramètres qui conditionnent la PaCO2? C'est d'un côté la production de CO2, on en produit par le métabolisme, et de l'autre côté, la capacité d'éliminer ce CO2. Donc VCO2, c'est la production. Et comment est-ce qu'on élimine le CO2? Par la ventilation alvéolaire. Donc la PaCO2, c'est le rapport de la production sur l'élimination, qu'on multiplie par K, c'est-à-dire un facteur, on va dire correcteur. Je vous ai mis VA, entre parenthèses, VT moins VD. Ça veut dire quoi VT moins VD? Parce que quand on parle de ventilation, on parle de la ventilation alvéolaire, la vraie. Quand vous inhalez de l'air, ben vous aurez une quantité d'air qui va aller dans les alvéoles, mais vous aurez une quantité d'air qui va rester dans les voies aériennes. On appelle ça de l'espace mort. Ben, l'espace mort, c'est le VD, l'espace mort anatomique. C'est tout ce qui existe, tout ce que nous avons entre le nez et l'alvéole. C'est de l'espace mort. Ça ne sert à rien. Et donc, VA, c'est la ventilation alvéolaire. VT, c'est le volume courant. Le volume courant, c'est le volume que nous mobilisons avec une ventilation normale. Donc, à chaque fois que vous avez une perturbation de ces deux paramètres, vous avez une hypercapnie. Alors, il est rare que l'hypercapnie soit due à une augmentation de la production. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation de la production, les malades hyperventilent, comme quand on fait de l'exercice musculaire, quand nous courons, ben nous produisons beaucoup de CO2, mais en même temps, nous hyperventilons, donc on ne se met pas en hypercapnie. Donc les hypercapnies qui sont dues à une augmentation de la production de CO2, ce sont des hypercapnies chez des malades qui, en augmentant leur production, ne peuvent pas hyperventiler, parce qu'ils sont sous ventilation mécanique, en réanimation. Et la ventilation mécanique en réanimation, c'est quelque chose qu'on impose aux malades. Donc, lui, il n'a pas la possibilité de s'adapter. Ou alors, parce que le malade a une pathologie respiratoire qui l'empêche d'hyperventiler, à ce moment-là, il se mettra en hypercapnie. Si bien que, en pathologie humaine, la quasi-totalité des hypercapnies sont dues à l'hypoventilation alvéolaire. C'est quand le malade ne ventile pas assez. Alors, l'hypoventilation alvéolaire, ça ne veut pas dire seulement diminution de la fréquence. C'est vrai que quand on ventile à 5 par minute, eh ben, on n'élimine pas le CO2 suffisamment. Mais ce n'est pas que ça, l'hypoventilation alvéolaire. Quelqu'un qui ventile à 60 par minute n'est pas forcément en hyperventilation. Quelqu'un qui fait... Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que balayer l'espace mort. C'est-à-dire que l'air n'a même pas le temps de rentrer dans les alvéoles. Donc tout reste, en quelque sorte, dans l'espace mort que j'ai décrit tout à l'heure. Donc l'hypoventilation ou l'hyperventilation, ce n'est pas par rapport à une fréquence respiratoire. C'est par rapport à la qualité ou à la quantité d'air qu'il y a dans les alvéoles. Donc, les hypoventilations alvéolaires se recrutent essentiellement dans les atteintes centrales. Quelqu'un qui a une atteinte neurologique et qui ne ventile pas assez. C'est dû aux affections neuromusculaires, c'est-à-dire par exemple une crise myasthénique. Ça veut dire un Guillain-Barré. Vous savez ce que c'est qu'un Guillain-Barré? Pour les radiculonévrites. Ça veut dire une obstruction des voies aériennes, quelqu'un qui a un œdème de Quincke, l'œdème de Quincke de tout à l'heure, n'est-ce pas? Ou alors quelqu'un qui a un asthme aigu grave,
dans l'asthme aigu grave, toutes les petites voies aériennes sont bouchées. Ou alors les atteintes parenchymateuses diffuses. Vous avez compris que pour avoir une hypercapnie, il faut de toutes les façons que l'atteinte pulmonaire ou l'atteinte du système respiratoire soit complète. On ne fait pas d'hypercapnie quand on a une pneumonie qui touche un lobe, ou quand on a une atelectasie qui touche un lobe ou quelques segments. Pourquoi? Parce que quand on a quelque chose qui ne touche qu'un lobe ou un segment, ou quelques segments, eh ben, on fait une hypoxémie, forcément, n'est-ce pas? On fait une hypoxémie parce qu'on diminue le rapport ventilation-surperfusion. Et quelle est la réponse de l'organisme à l'hypoxémie, la réponse physiologique? C'est l'hyperventilation. Donc le fait d'hyperventiler pour cause d'hypoxémie fait que ce qui reste du poumon sain est suffisant pour faire sortir le CO2. Et au contraire, dans ce type d'atteinte, nous avons une hypoxémie associée à une hypocapnie. Donc dans la plupart des atteintes parenchymateuses, nous avons une hypoxémie et une hypocapnie. Il n'y a d'hypercapnie que quand le poumon est touché dans sa totalité, comme c'est le cas de l'atteinte musculaire, de l'atteinte des voies aériennes supérieures diffuses, ou alors, s'agissant des atteintes parenchymateuses, quand c'est une atteinte parenchymateuse très grave. Et donc, dans les atteintes parenchymateuses, on n'a d'hypercapnie que dans les œdèmes aigus hémodynamiques, par exemple, qui touchent la totalité des poumons, ou les œdèmes aigus lésionnels, qui touchent la totalité des poumons. Sinon, par ailleurs, quand c'est un œdème, on peut dire, modéré, c'est plutôt une hypocapnie que nous avons. Diagnostic clinique de l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est généralement assez simple. Tachypnée, donc le malade respire vite,